Salut tout le monde, ici Marika et je suis de retour, et non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous parler de littérature. Nous en sommes donc à la quatrième édition d'Au fil de mes lectures. Aujourd'hui, je vais donc vous recommander 5 livres et tenter de faire des parallèles, des corrélations entre ce monde de livres et le monde du jeu de rôle. Donc, si vous n'avez pas écouté les vidéos précédentes, ce n'est pas très grave. Vous pouvez poursuivre celle-ci sans vous arrêter, puisqu'il n'y a pas d'ordre logique dans l'écoute des vidéos. Mais je vous recommande tout de même d'aller voir les autres, puisqu'il y en a quelques-unes, notamment les 3 autres avant, mais aussi nous avions fait un top 10, Pépé et moi, il y a quelques années, qui peut être intéressant à regarder parce que, bon, les livres qu'on suggère demeurent très d'actualité, demeurent universels et peuvent justement nous aider tout de même dans l'inspiration du jeu de rôle. Aujourd'hui, petit segment supplémentaire à la fin puisque nous sommes au mois de décembre. Je sais que pour le grand public, la vidéo sortira le lendemain de Noël, mais ce n'est pas trop grave, il n'est jamais trop tard pour offrir des livres aux gens qu'on aime. Donc, je vais faire une petite liste en vrac de livres que vous pourriez offrir à vos familles, à vos amis, à vos conjoints, vos conjointes, bref, à tous ces gens que vous voulez encourager peut-être à lire ou que vous voulez inspirer ou encore avec qui vous voulez avoir des conversations passionnantes sur la littérature. Donc, comment prend forme cette vidéo? Je vais d'abord vous faire un résumé de l'œuvre que j'ai emprunté bien gratuitement du site Les Libraires. Et par la suite, je vais parler un peu de l'autrice ou de l'auteur, de l'histoire, tout en créant des ponts avec le monde du jeu de rôle. Donc, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti avec le premier livre qui est Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. Commençons avec le résumé. Danae Bérubé-Portangan, dite Poussin, possède le rare don de savoir nager. Orpheline, tour à tour sauveuse et naufrageuse, elle vit au milieu de l'Atlantique, sur l'île d'Is, berceau d'un peuple obsédé par l'honneur et le courage. Une île où même les terriens se vantent d'être marins, où seuls les plus braves ont le privilège de vivre dans la cité fortifiée à l'abri des grandes marées d'équinoxe. Suivant le destin des riverains qui doivent se partager plage et marge, Danae Poussin se soumettra au cycle qui anime les mouvements de la mer comme à ceux qui régissent le cœur des hommes. Quelle découverte que le monde créé par Dominique Scali. Encore une fois, comme dans une vidéo précédente, je l'avais mentionné, il s'agit d'une suggestion d'une des libraires du Renard Perché. On vous aime, on n'en prendra jamais trop de ces suggestions super intéressantes. Donc, l'autrice québécoise nous plonge presque littéralement, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, dans un univers maritime des plus réalistes. Grâce à cette œuvre-là, j'ai tellement appris de nouveaux vocabulaires très spécifiques justement au monde maritime, mais c'est d'à propos puisque je rêve un jour de pouvoir faire une partie dont le décor est uniquement ou presque le bleu de l'océan. Donc, que ce soit par la porte facile des pirates, qu'on connaît quand même assez bien au niveau des scénarios de jeux de rôle, ou bien une histoire où l'action est tout simplement une tempête en haute mer, mais il y a bien plus dans ce que nous suggère Dominique Scali. Ce qu'elle offre dans cette belle brique de 800 pages, hein, quand même, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est assez costaud, c'est une fenêtre sur un univers d'aventure en soi. On dirait là qu'il y a une méga campagne qui se déploie sous nos yeux quand je repense au récit de Danae Poussin. Ce sont les épreuves, les grandes réussites qui s'avèrent parfois finalement décevantes. C'est le danger de la mer et tous ces humains qui tentent tout de même le coup, car le feu en vaut la chandelle. C'est la nage, pouvoir surnaturel qui relève quasiment du don, qui est au cœur même de l'histoire. Et c'est beaucoup les couches sociales, littéralement hiérarchisées de haut en bas. Pour avoir un petit portrait rapide, on peut d'ailleurs se référer à la couverture qui est assez parlante. Donc, tout en haut de ce qui serait cette île qui est faite sous forme de montagne, il y a l'élite, la bourgeoisie, au-delà de l'échelle sociale parce que l'eau est loin et ainsi que toutes les conséquences qu'elle pourrait engendrer. Et tout en bas, nous avons le petit peuple
qui habite parfois dans des crevasses dans la montagne, qui a été grugée par la marée, mais où bien sûr l'eau est source de problèmes, mais à la fois bienfaitrice parce qu'elle apporte avec elle abondance et surtout des vestiges précieux laissés par les naufrages, qui peuvent par la suite être revendus. On peut y voir un peu la contrebande par moment. Ne voyez-vous pas là, dans ce tableau que je décris, apparaître moult scénarios? Cet amalgame donne à voir une table incroyable sur laquelle on peut construire collectivement une histoire unique à travers laquelle le développement de personnages peut être approfondi assez facilement en raison des multiples enjeux qui sont présents. Je vais vous faire en vrac ici quelques idées de scénarios qui pourraient naître dans ce paysage. Virée en mer nécessaire à la survie d'un clan, pourquoi pas? Révolte du petit peuple, celui qui habite les plages, comme je l'ai mentionné, qui prévoit l'ascension de l'île, cette montagne, pour reprendre la place qui leur est due. Nouvelle arrivée dans la société, invité qui a obtenu une place, peut-être de façon malhonnête, et qui doit user de ruse pour qu'on ne la renvoie pas, justement, vers le bas. Gens de la rive qui s'organisent pour créer une communauté, qui fabrique des objets ou même des inventions, si on veut mettre une petite twist fantasy là-dedans, afin de revendre aux gens d'en haut. Donc, on pourrait justement y voir quelque chose qui relève d'un cartel criminel, peut-être. Donc, vous voyez que ça foisonne d'idées. Bonne lectrice et bon lecteur, je vous invite à vous jeter sur ce monstre qu'est Les marins ne savent pas nager. Deuxième œuvre maintenant, un incontournable, vous connaissez tous cet auteur. Il s'agit d'une œuvre de Stephen King et dans le cas présent, c'est Salem. Voici le résumé. Le Maine, 1970. Ben Merce revient à Salem et s'installe à Marston House, inhabité depuis la mort tragique de ses propriétaires 25 ans auparavant. Mais très vite, il doit se rendre à l'évidence. Il se passe des choses étranges dans cette petite bourgade. Un chien est éviscéré, un enfant disparaît et l'horreur s'infiltre, se répand, aussi inéluctable que la nuit qui descend sur Salem. Je dois l'avouer d'emblée, je ne suis pas une grande admiratrice du travail de King. Vous pouvez me lancer des pierres, mais malheureusement, l'écriture de ces personnages féminins me pose beaucoup de problèmes. C'est d'ailleurs un peu le cas dans Salem, mais je ne vais pas prendre de mon précieux temps pour faire une analyse féministe du travail de l'auteur d'horreur. Non, aujourd'hui, je veux plutôt me pencher sur le traitement des vampires dans cette œuvre, car l'angle de l'invasion m'a tout de suite enchanté. Nous en connaissons plusieurs des histoires mettant en scène des suceurs de sang et certaines, plus que d'autres, vont parvenir à nous fasciner. Je dirais que dans le cas de Salem, ce sont les thèmes justement de l'intrusion et de l'envahissement qui m'ont le plus parlé. Le fait que les vampires tentent de s'approprier la ville et ses habitants participe à l'état d'effroi et de terreur qu'on tente de susciter chez le lecteur. Les vampires, ils sont là pour rester. Ils vont s'installer. Ils ne sont pas que de passage. Et ils vont s'inviter avec politesse tout de même en vous demandant la permission pour entrer, en cognant doucement à votre fenêtre alors que vous êtes assoupi et que vous rêvez doucement dans votre lit. King parvient à mêler sentiments d'horreur et fascination au cœur même de l'effet vampire, moteur de la réussite de l'invasion à Jérusalem's Lot. Donc on le sait, c'est pas la première fois que la séduction et la peur sont un cocktail explosif pour présenter les vampires. Mais ici, je pense que King le fait très bien. Il maîtrise cette dualité. Et je la vois très bien être transférée dans une partie de jeu de rôle. Je vous invite à imaginer pour un instant une campagne au cours de laquelle les personnages demeurent dans un village tranquille, tout est dans la quiétude, où rien ne semble pouvoir venir bouleverser le quotidien paisible des habitants de cet endroit. Jusqu'à ce que, pour que ça fonctionne, je crois qu'il serait primordial de parvenir à établir vraiment un sentiment de calme, de quiétude, de paix d'esprit, de bien l'implanter afin que les éléments qui sont issus du surnaturel
permettent une certaine remise en question et un doute sur la rationalité des personnages. Il faut que le clivage soit assez frappant. Il faut qu'on nie les éléments invraisemblables, que l'incertitude prenne toute la place du raisonnement. Et là, d'une main de maître, le narrateur se met à semer des disparitions ponctuelles, des corps retrouvés sans vie, des tombes ouvertes. Ce serait tout de même assez épique d'envoyer son équipe de joueuses et de joueurs sur la piste d'un déchaînement vampirique s'abreuvant de toute leur petite ville qui pourtant, auparavant, était tellement parfaite, tellement idéale. D'ailleurs, et je pense que ça pourrait s'inscrire même dans la mécanique ou dans le système du jeu auquel vous allez jouer, ça pourrait prendre la forme d'une course contre la montre, car bien entendu, il n'en faudra pas trop pour que bientôt les seuls survivants soient vos joueurs et vos joueuses. J'en profite aussi pour saluer le personnage de Mark Petrie, un jeune garçon de 12 ans qui se joint à la chasse aux vampires dans le livre. Quelle audace il a! Encore une fois, vous le savez, les gens qui nous suivent sur la chaîne, je soulève mon amour pour les parties au sein desquelles les joueuses et les joueurs vont incarner des adolescents et des enfants. On peut très bien se transposer dans une histoire de poursuite contre des vampires dans laquelle ce sont des enfants qui vont s'opposer à ces créatures sanguinaires. Notamment parce qu'on pourrait justement facilement mettre en lumière cette fameuse dualité que nous offre la confrontation de l'incrédulité des adultes vis-à-vis de l'imagination des enfants. Trop souvent, dans les œuvres, qu'elles soient cinématographiques, que ce soit à la télévision ou dans la littérature, on a toujours ces adultes qui vont venir remettre en question finalement les propos des enfants, les faits qu'ils vont amener et vont peut-être parfois tourner au ridicule ou dire « Ah, c'est juste dans ton imagination ». Donc, le drame va se poursuivre sans que les adultes n'interviennent et ce sera aux enfants ou aux adolescents de réellement prendre le problème en charge. Donc, je crois que ça peut être intéressant aussi dans une partie de jeu de rôle. La troisième œuvre, il s'agit de Station Eleven d'Emily St. John Mandel. Je n'ai pas le livre avec moi présentement parce que je l'ai prêté à une élève, mais tout de même, vous pourrez le voir apparaître à côté de moi, tout à fait par magie technologique, alors que je vous en fais le résumé. Le premier jour, éclosion de la grippe géorgienne. On estime qu'elle pourrait contaminer 99% de la population. 2 semaines plus tard, la civilisation s'est effondrée. 20 ans après, une troupe présente des concerts et des pièces de théâtre aux communautés regroupées dans des campements de fortune. La vie semble de nouveau possible. Mais l'obscurantisme guette, menaçant les rêves et les espérances des survivants. Roman phénomène publié dans une vingtaine de pays, Station Eleven illustre brillamment que l'art, l'amitié, la résilience et ce qui nous unit permettent de tout traverser, même une fin du monde. J'arrive sur le tard, car Station Eleven a été publié en 2016 et a même été adapté à la télévision en 2021. Je suis d'ailleurs en cours d'écoute de la série. Mon choix s'est arrêté sur cette œuvre dans ma recherche d'ouvrages post-apocalyptiques. De façon générale, ce récit a grandement nourri mon inspiration pour la campagne Le Déluge, que, je prends un moment pour vous le dire, je vous invite à aller écouter. Le premier chapitre est maintenant tout disponible pour le grand public et c'est avec l'excellent joueur Félix, donc c'est DM et un joueur. Il y aura un autre chapitre qui viendra par la suite avec un nouveau joueur ou une nouvelle joueuse. Donc, je m'en suis inspirée en raison de son réalisme. Cependant, ce dont je veux vous parler dans cette vidéo concerne davantage l'idée de prophète et de secte dans les histoires de fin du monde. Au creux de l'affliction, l'être humain s'accroche à la plus petite parcelle d'espoir. Parfois, celle-ci va prendre la forme d'un homme ou d'une femme qui représente une certaine lumière, un certain optimisme dans toute cette noirceur. De plus, devant l'adversité, il est assez normal que l'être humain compte sur la solidarité et la force du nombre. La création de communautés, rappelant nos sociétés actuelles, est plus que probable et commune dans les intrigues post-apo. Toutefois, dans un monde en déchéance, ces colonies-là vont, plus souvent qu'autrement, virer au cauchemar et même qu'elles vont parfois se transformer en une sorte de secte dirigée par un individu illuminé, justement. La figure du prophète, elle occupe une place importante dans Station Eleven et je trouve que son traitement est crédible et réaliste. Mon objectif, donc, serait de l'aborder d'une façon assez similaire dans l'un de mes chapitres de jeu de rôle
le déluge plus spécifiquement avec Shadow Dark. Les thématiques de l'aliénation, de l'intérêt religieux et de l'illumination divine en temps de trouble m'apparaissent intéressantes dans le cadre du jeu de rôle. Alors que la vulnérabilité est à son comble, nos personnages seront inévitablement confrontés à se positionner face au culte en place et à leurs propres croyances. Ont-ils une volonté à toute épreuve et des valeurs solides qui ne peuvent pas être ébranlées? Ou au contraire, sont-ils malléables et facilement influençables? Ont-ils un intérêt prononcé pour la religion ou pour la spiritualité? Il s'agit d'informations précieuses lorsqu'on tente de faire naître un récit au sein duquel ces thématiques sont à l'œuvre. D'autant plus lorsqu'on désire donner vie au personnage du prophète, qui se veut tout de même un incontournable dans les récits d'anticipation. Dans mon cas, j'aimerais qu'il émane de ce symbole à qui je tente de donner vie, un savoir qui est incommensurable. Je voudrais qu'il y ait une connaissance interdite qui lui soit rattachée, que ça relève d'une révélation insoutenable dans l'établissement de ce nouveau monde, comme s'il détenait quelque chose que personne d'autre ne connaît. Ce nouveau monde qui est celui imposé depuis le déluge dans mon cas précis. Et toute cette belle réflexion, je la dois en grande partie à Emily St. John Mandel et à son roman. Le quatrième, La Route, l'adaptation en BD de Manu Lancenay. Oui, je reviens à nouveau avec McCarthy et son travail. Je ne décroche pas. Voici le résumé. Dans un monde post-apocalyptique dévasté, un père et son fils errent sur une route, affrontant le froid, la pluie et la neige, fuyant toute présence humaine. En un voyage crépusculaire, poussant leur chariot rempli d'objets hétéroclites, ils marchent vers la mer. Et oui, je ne lâcherai pas le morceau. Je reviens à la charge avec l'adaptation littéraire du roman La Route, mais sous la forme d'une BD brillamment menée par Manu Lancenay, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui avait d'ailleurs, et je l'ai découvert après l'achat de cette BD, déjà illustré une version du roman par le passé. Déjà, j'ai bien aimé l'expérience de cette redécouverte, mais à travers les images rendues de façon assez magistrale sous la plume de Lancenay. Elles m'ont permis de me créer une vision artistique du style que je voulais donner au déluge. Et j'espère avoir réussi à traduire ce visuel-là dans le premier chapitre de cette mini-campagne. Précédemment, j'ai déjà traité dans une vidéo de la poésie de l'œuvre de McCarthy et de l'importance accordée à la survie dans chacun de ses détails. Et tout cela, ça demeure dans le travail de Manu Lancenay, mais la relecture m'a surtout poussé à reconstater ou du moins à remettre en mémoire, à ma mémoire, la relation cruciale qui unit le père et son fils. Automatiquement est né en moi ce duo inséparable, bravant la tempête universelle à laquelle ils sont confrontés, et ce, coûte que coûte. Comme quoi, je le répète, dans l'adversité, nous avons besoin d'autrui, encore plus quand il s'agit d'une relation formée d'un parent et de son enfant. Dans le jeu de rôle, la cohésion de groupe est une quasi-nécessité. Or, plus on va réduire la quantité d'acteurs en faisant partie, plus la dépendance qui se crée entre les personnages peut être fascinante à exploiter dans une partie. De plus, dans un mode de survivance, la crainte de l'autre et la difficulté à octroyer sa confiance à autrui entraînent également une sorte de renfermement sur soi-même et sur ses alliés, si groupe il y a. Je crois que cela pourrait bien se traduire dans une partie avec 2 joueurs ou même dans un duo maître de jeu et une joueuse, un joueur, dans lequel les 2 personnages prennent la forme d'un personnage joueur et d'un personnage non-joueur incarné par le narrateur ou la narratrice. Il n'est pas essentiel qu'il s'agisse d'une relation parent-enfant, mais je pense vraiment que dans un univers post-apo, cette manière de faire renforcerait l'idée de dépendance et de l'inconcevable séparation de ce duo. Cela permettrait également d'exploiter le mensonge blanc au sein du jeu de rôle. Qu'est-ce qu'on ne dit pas pour protéger la naïveté enfantine? Qu'est-ce qu'on cache du monde cruel dans lequel on évolue à notre propre descendance? Dans cette perspective-là, la meilleure façon d'orchestrer le tout serait probablement que le maître de jeu incarne le parent et que le joueur ou la joueuse interprète l'enfant. Par conséquent, le monde créé par le narrateur ou la narratrice pourrait se révéler peu à peu, mais avec parcimonie.
car la révélation se ferait seulement à travers ce que le parent décide de divulguer ou ce que l'enfant parvient à comprendre malgré les cachotteries de son parent. N'est-ce pas une façon originale de déployer son univers narratif pour un maître de jeu? Je pense que ça peut être tout de même assez intéressant et surtout pas mal poignant au niveau des émotions. On va terminer avec une autrice de qui je vous ai déjà parlé auparavant. Il s'agit de Mariana Enriquez, mais cette fois-ci d'un recueil qui s'appelle « Les dangers de fumer au lit ». Résumé. Avec une tendresse évidente pour les marginaux et les opprimés, pour ceux et celles qui souffrent ou qui errent, les 12 histoires qui composent Les dangers de fumer au lit laissent voir les entrailles corrompues de certains pas abîmés de l'histoire contemporaine. Mariana Enriquez, notre part de nuit, prix des libraires du Québec, possède une plume à l'extraordinaire pouvoir évocateur. Elle manie avec brio les codes de l'horreur, tout en apportant au genre sa voix radicalement moderne et engagée. Provoquant à la voix fascination et répulsion, elle démontre à coups d'électrochoc que l'horreur est assurément humaine. Mon amour pour l'écriture de Mariana Enriquez continue de grandir avec ce deuxième livre. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qui nous permet de nous immiscer pleinement dans les idées glauques et effroyables de l'autrice. Parfait format pour inspirer des one-shots puisque les nouvelles se présentent sous un format court, brutal et saisissant. On voudrait vraiment avoir le même punch, la même audace qu'Enriquez lorsqu'il est temps d'offrir un one-shot d'horreur. Ce pouvoir inégalable de marquer les esprits dans un temps limité. C'est qu'elle a cette capacité extraordinaire de traduire l'horreur dans un ton que je qualifierais de neutre, ou peut-être que le terme subtil serait plus approprié. Je m'explique parce que je comprends que ce n'est pas nécessairement super facile à comprendre. L'autrice argentine a une grande facilité à décrire des scènes horrifiques ou des actions considérées comme immorales en les présentant avec une certaine banalité. On va prendre l'exemple de la première nouvelle du recueil qui s'appelle, je crois, L'exhumation d'Angelita, tout à fait, dans laquelle la protagoniste est suivie, pour ne pas dire hantée, par le spectre presque cadavérique parce qu'en putréfaction, de sa grande-tante décédée quelques mois après sa naissance. Donc, elle était bébé, la grande-tante, lorsqu'elle est morte. Tout d'abord, il y a tout le ridicule entourant le fait que le bébé mort, le spectre, marche. Okay? Alors qu'elle n'avait pas cette capacité-là de son vivant. Il y a donc toutes ces descriptions risibles, mais ô combien assumées de sa démarche, qui suscite à la fois une sorte de répulsion et qui, sous la plume d'Enriquez, est simplement mentionné. Sans plus, c'est dit, c'est écrit noir sur blanc et on n'adresse pas la chose. Selon moi, cela dénote d'une confiance inébranlable en son contenu et bien entendu, évidemment, j'espère à ce genre d'estime envers mes scénarios, notamment lorsqu'il s'agit d'horreur. Parce qu'au-delà de mon envie, de mon désir de faire vivre la peur à mes joueuses et à mes joueurs, j'aimerais pouvoir le faire en prétendant qu'il n'y a rien de plus normal. Être de glace devant l'inéluctable. Quelle force quand même! D'ailleurs, mon deuxième point en lien avec cela, c'est que Enriquez, elle garde cette même inflexibilité lorsqu'il s'agit des chutes de ses nouvelles, qui se réduisent parfois à des phrases bien simples, comme la suivante, qui se trouve d'ailleurs dans la première nouvelle. Ce que je vais lire, la citation, ce sont les dernières lignes de la nouvelle. Je cite. « Je lui ai demandé si elle était apaisée désormais. » Elle parle de ce qu'elle a demandé au spectre. « Si elle allait partir et me laisser seule. » Elle a fait non. OK, ai-je réagi. Et comme je n'ai pas beaucoup aimé sa réponse, j'ai marché rapidement jusqu'à l'arrêt du 15, l'obligeant à courir derrière moi avec ses pieds nus, tellement décharné qu'on pouvait voir ses petits os blancs. Donc, c'est une fin assez raide, on pourrait dire, mais qui vient justement nous mettre en perspective ce petit corps qui court vers l'autobus avec tous ses pieds en putréfaction. Il y a quelque chose de super sobre dans son écriture. Et bien entendu, la chute demeure rarement prédite dans une partie de jeu de rôle. Toutefois, les différentes issues possibles qu'on offre à nos joueurs et à nos joueuses peuvent être habitées justement par cette sobriété, mais pour évoquer quelque chose de grandiloquent. Le climax, il est bien là, mais le ton le banalise ou le nomme tout bonnement.
Finalement, Enriquez passe par le genre de l'horreur pour aborder des thématiques qu'il est nécessaire d'adresser, telles que la violence faite aux femmes, les inégalités entre les différentes classes sociales, l'indifférence à l'égard des personnages marginaux, etc. Et qui plus est, ce type d'individus, à savoir les mésadaptés, on pourrait les appeler ainsi, les méprisés, sont les figures de proue de son recueil. Donc, ce ne sont pas juste les personnages secondaires, ce sont vraiment eux qui sont mis en lumière. On a l'impression qu'elle cherche finalement à leur redonner leur lettre de noblesse, à remettre de l'avant ceux qu'on oublie trop souvent. D'un point de vue du jeu de rôle, je pense que c'est une excellente idée parce que nous avons fréquemment l'instinct de jouer des personnages plus grands que nature, des héros aux capacités incomparables, des humains extraordinaires. Pourquoi, pour une fois, ou peut-être quelques essais, ne pas jouer ceux de qui on parle moins souvent? Des personnages opprimés, des démunis, qui n'ont plus rien à perdre, mais qui ont tout de même beaucoup à prouver. Il y a quelque chose d'extrêmement lucide dans l'écriture de cette autrice que je voudrais rendre dans ma façon de jouer l'horreur en tant que maîtresse de jeu. Les codes de l'horreur, ils sont tout de même bien ancrés et ils sont parfois difficiles à déconstruire ou à s'approprier, que ce soit dans la littérature ou le jeu de rôle, mais je crois que Mariana Enriquez peut être un modèle important dans ce contexte. Voilà, on a donc fait le tour des 5 œuvres que je voulais vous présenter et je vais y aller en rafale avec quelques suggestions pour Noël, peut-être à offrir ou toute l'année. Hein, il n'est, comme je disais tout à l'heure, jamais trop tard pour offrir des livres. Dans la section jeune, j'ai sélectionné 2 livres. Magic Charlie d'Audrey Allwith, de laquelle j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est une trilogie qui se passe dans un monde magique avec des adolescents. Ça nous rappelle beaucoup Harry Potter. C'est français, c'est rigolo, c'est quand même pas mal créatif. J'ai bien aimé cette trilogie qui se lit très bien pour des adolescents, disons, mais moi, je l'ai lu étant adulte, donc il n'y a pas de blocage non plus. Je vous parle également, sinon, de la série La Passe-Miroir, qui est en 4 livres de Christelle Dabo, qui est aussi une œuvre française, dans laquelle on suit un personnage qui a des pouvoirs fantastiques et qui peut, surnaturels, disons, et qui peut voyager là, entre différentes arches. C'est vraiment intéressant. Il y a aussi une histoire d'amour, mais c'est pas nécessairement ce qui est mis le plus de l'avant. On met vraiment les aventures du personnage principal de l'avant. Le deuxième livre, c'est vraiment le meilleur. Moi, j'ai adoré le deuxième livre, donc une enquête et tout ça. Donc, on va toucher aussi à plusieurs genres de discours, disons. Pour les adultes, j'ai ciblé également quelques œuvres. Donc, L'Aliéniste de Caleb Carr. Il y a eu une série Netflix qui a été faite il y a quelques années. C'est en 2 livres. Le deuxième, c'est L'Ange des Ténèbres. Donc, on est dans quelque chose d'un peu plus policier. C'est un genre qui m'intéresse un peu moins, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la partie psychologique parce que, bon, c'est une poursuite contre un tueur en série dans le Londres, il me semble, du 19e siècle ou début 20e. Et on a, oui, bien entendu, un policier là, dans l'histoire, mais on a surtout un aliéniste, donc on pourrait dire un psychanalyste, un psychologue de l'époque qui travaille sur l'enquête aussi avec une autre jeune dame, donc aussi personnage féminin assez important dans cette œuvre. J'ai beaucoup aimé. Un peu difficile à lire par les thématiques, c'est assez graphique au niveau aussi des meurtres, mais c'est vraiment très bon pour les gens qui aiment un peu plus les histoires d'enquête et d'investigation. Je vous offre aussi Le Lièvre d'Amérique, roman québécois qui est sorti il y a quelques années, qui a quand même fait toute une histoire, là, dans le sens où, toute une histoire de façon positive, il a été très populaire, il a gagné des prix, ça m'a pris du temps de le lire, je viens tout juste de le lire à l'automne, de Mireille Gagné, qui est un peu une histoire qui me fait penser à la métamorphose de Kafka, donc quelque chose dans la transformation, dans la métamorphose justement de l'être humain, très bien. Je ne pourrais pas ne pas parler de McDowell, Michael McDowell. Tout ce qu'il fait, je vous recommande. En plus, ce sont de superbes beaux livres. Je suis d'ailleurs en train de lire son dernier. Il sera très probablement dans la prochaine vidéo littéraire. Donc, que ça soit la série Blackwater, que ça soit Les Aiguilles d'or, que ça soit Cathy. Et là, celui que je suis en train de lire, là, vous voyez, je ne sais même pas, c'est la lune, les yeux de la lune sur Babylone, quelque chose du genre. Donc, des super beaux livres à offrir. Parce que, bon, très ouvragé, mais le texte à l'intérieur, ça se lit comme si on regardait un film. C'est très cinématographique, l'écriture de McDowell. Et finalement,
Oh non, pas finalement, j'en ai encore deux. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres. Le volume 2 d'Émile Ferris vient tout juste de sortir. Il s'agit d'un roman graphique entièrement fait au stylo à billes. C'est vraiment beau. Ça parle de des vraies problématiques aussi. Il y a des thématiques importantes. Ça nous montre des dessins de monstres super intéressants. Le personnage principal aussi est fascinant. J'ai pas lu le deuxième tome encore. Il est sur ma liste de Noël. Mais le premier était vraiment merveilleux et ça fait très longtemps qu'on attendait la suite, donc ils viennent de sortir à l'automne. Donc je vous souhaite un excellent Noël. Profitez-en pour lire, pour vous emmitoufler dans une grosse couverture chaude avec un bon chocolat chaud ou un café Baileys. Et c'est les meilleurs moments pour lire quand il fait froid comme ça, quand on est en vacances. D'ici là, je vous invite à mettre un petit pouce sur cette vidéo, à m'écrire en commentaire des suggestions de lecture, à me dire si vous avez lu les livres desquels j'ai parlé. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez moins aimé? Pourquoi? Je fais ça avec vous, mais surtout pour vous, avec la communauté. On n'est jamais trop de gens à lire. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, sur YouTube. Et si jamais vous n'avez pas dépensé tous vos sous en librairie, vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour avoir des projets en exclusivité et faire partie de cette belle communauté qui est celle de Coup Critique. D'ici là, bonnes vacances de Noël et à la prochaine!